Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et de la triade noire. La triade noire est une théorie de la personnalité qui date de 2002. Elle analyse la personnalité sous trois angles, on va dire, le narcissisme, la perversion narcissique sous forme du machiavélisme et la psychopathie. Donc ces trois angles ont en commun la dimension aversive des comportements, donc ayant des effets nuisibles sur les relations avec les autres. Le narcissisme d'abord, il est défini comme la capacité à entretenir une image de soi positive à travers différentes stratégies d'autorégulation. Ces stratégies satisfont le besoin de reconnaissance, d'affirmation de soi, de validation sociale. Le narcissisme devient pathologique et aversif quand il se situe dans la triade noire. L'auteur de cette théorie, Wink, est le premier à décrire deux facettes de ce narcissisme pathologique, grandiose et vulnérable. Le narcissisme grandiose est observable dans une attitude très extravertie, une surestime de soi, de l'exhibitionnisme, de l'agressivité, tandis que le narcissisme vulnérable est plus observable dans l'introversion, une attitude plutôt défensive, une hypersensibilité à la critique, de l'anxiété, une vulnérabilité face au traumatisme. Ces deux facettes du narcissisme ont en commun l'arrogance et le mépris, un sentiment de supériorité. Le narcissisme grandiose et vulnérable peuvent alterner chez un même individu. La psychopathie a été décrite par Clecquet sous plusieurs aspects. Une absence d'empathie, une insensibilité, un attachement à l'autre réduit, des traits antisociaux et d'autres aspects ont été décrits par d'autres auteurs de recherche universitaire comme dureté, charme, manipulation malveillante, grandiosité, mensonge, impulsivité, irresponsabilité, recherche de sensations fortes, absence de but à long terme. L'individu psychopathe construit des relations utilitaires qui sont marquées par la violence. Le machiavélisme, lui, est observable par des attitudes cyniques, du pragmatisme, des croyances misanthropes et immorales, une empathie limitée qui est uniquement une empathie cognitive, de la manipulation malveillante, l'exploitation d'autrui, la tromperie et une planification stratégique. Donc c'est Geiss et Festinger qui, en 2013, ont défini ces caractéristiques et qui ont établi une échelle du machiavélisme avec 20 critères. Premier critère, la meilleure façon de gérer les gens, c'est de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Deuxième critère, quand on manipule les autres, on se débrouille mieux. Troisième critère, il vaut mieux être prudent et ne faire confiance à personne. Quatrième critère, il est intelligent de flatter les gens importants. Cinquième critère, la plupart des gens sont assez naïfs et faciles à duper. Sixième critère, pour réussir, il est souvent nécessaire de contourner les règles. Septième critère, il n'y a pas vraiment de bien et de mal, tout dépend des circonstances. Huitième critère, mentir est parfois nécessaire pour obtenir ce que l'on veut. Neuvième critère, il est utile de garder ses intentions pour soi. Dixième critère, la fin justifie les moyens. Onzième critère, il est important de paraître honnête même si on ne l'est pas. Douzième critère, manipuler l'autre est souvent un moyen efficace pour parvenir à ses fins. 13e critère, on ne peut pas faire confiance aux autres, il faut toujours rester sur ses gardes. 14e critère, il est souvent nécessaire d'être impitoyable pour arriver au sommet. 15e critère, pour obtenir ce que l'on veut, il faut parfois utiliser les faiblesses des autres. 16e critère, la confiance est une naïveté que l'on ne peut pas se permettre.
17e critère, il est souvent plus sûr de se fier à soi-même plutôt qu'aux autres. 18e critère, les gens qui se font avoir le méritent bien. 19e critère, il est important de toujours garder le contrôle dans les relations. 20e critère, le monde est un endroit où il faut être rusé pour survivre. Et on voit donc à travers ces 20 critères du machiavélisme qu'on est en plein dans le fonctionnement pervers narcissique, puisque ce fonctionnement du pervers narcissique, eh bien, il utilise des stratégies de guerre. Donc, provoquer la sidération par des explosions de violence qui créent un état de figement chez la victime, mais aussi la sidération par de la manipulation sournoise. Par exemple, dire des paroles floues qui créent de la confusion, utiliser des messages paradoxaux, dire une chose et dire son contraire, ça rend aussi confus. Le gaslighting, ça rend aussi confus. Jouer sur les peurs, la victime ainsi marche sur les œufs, elle cherche à apaiser son agresseur, elle se soumet par peur des représailles. Jouer sur la culpabilité, toute personne fait des erreurs, mais le profil pervers narcissique, dans sa toute-puissance, exige de l'autre la perfection, même s'il ne se l'applique pas, et considère que l'autre n'a pas droit à l'erreur. Il peut ainsi pointer du doigt les erreurs, culpabiliser la victime et la soumettre, particulièrement si elle est perfectionniste et cherche de la reconnaissance. Elle veut améliorer à ce moment-là les choses, elle peut alors être aussi une menace pour l'agresseur si elle pointe ses propres failles. Et donc là, elle devient évidemment l'ennemi à abattre. Jouer sur l'altruisme est aussi une stratégie de guerre, contrairement à un sujet pervers narcissique. La victime a des valeurs humaines, des valeurs morales. Et le sujet pervers narcissique évoque les qualités morales et humaines de la victime pour pouvoir mieux la manipuler, à l'obliger à faire ce qu'elle veut. Par exemple, il la culpabilise en faisant référence à ses valeurs, il la traite par exemple d'égoïste dès qu'elle pense à elle. Il peut ainsi l'exploiter, lui imposer au travail par exemple des heures supplémentaires non payées, lui faire assumer ses propres responsabilités sans en avoir à finalement le salaire, et il s'attribue ensuite les succès de la victime. Une autre stratégie de guerre est de jouer sur le manque d'estime de soi. Flatter, faire des fausses promesses, charmer sont des techniques de manipulation malveillantes qui visent à exploiter et à détruire à petit feu la victime. Si elles ne sont pas efficaces, eh bien, le pervers narcissique dévalorise la victime auprès d'autrui, sachant que la victime a peur d'être jugée et recherche la reconnaissance. Il espionne, il sabote son travail, il supprime des informations utiles, il pointe du doigt l'erreur, il la harcèle de toutes les façons pour la pousser à donner sa démission. Les menaces de représailles, il ne respecte pas les droits humains de la victime, tandis qu'il s'octroie tous les droits. Donc ce machiavélisme correspond bien à l'attitude calculatrice du pervers narcissique, et Alberto Heger a défini justement la différence entre la perversion narcissique machiavélique et la psychopathie dans son livre Les pervers narcissiques en les comparant sur différents points. Contrairement au psychopathe, un pervers narcissique a la capacité de se projeter dans l'avenir, il a un plan pour lui-même et pour l'autre. Il s'est persuadé, il a un discours persuasif et il utilise aussi la persuasion coercitive. Donc, il n'a aucun scrupule à menacer, faire du chantage. C'est différentes techniques finalement de manipulation comme la privation de contact, la privation de sexualité, ou sur le plan physique, la privation de sommeil, la privation de nourriture.
Il peut exercer sa violence coercitive aussi en isolant la victime, en la privant de ses relations, en montant son entourage contre elle. Il est prosélyte et donc il est vraiment capable d'endoctriner et de manipuler la proie pour l'installer dans un contrôle coercitif, un contrôle qui est basé sur la domination et la menace de représailles si la victime ne se soumet pas et finalement elle devient dépendante de son agresseur. Le mode de vie du pervers narcissique est le mensonge. Il agit de façon calculée. Tout cela, on ne retrouve pas, bien sûr, dans la psychopathie qui est très impulsive. Il se comporte aussi en imposteur grâce à sa manipulation malveillante. Il utilise un faux self, une apparence parfaite, qui cache en réalité une personnalité malveillante, destructrice, dont l'intention, bien sûr, est d'exploiter et détruire à petit feu la proie, son identité, de manière à en faire une sorte d'extension de lui-même. Il instrumentalise autrui, que ce soit dans la vie personnelle, la vie professionnelle. Il l'utilise comme arme contre l'autre, si c'est nécessaire. Il exerce une prédation psychique, c'est-à-dire qu'il fait intrusion dans la vie psychique de la victime, grâce d'abord à la séduction malveillante, à ce qu'on appelle la séduction narcissique, donc elle vise à attirer l'autre dans ses filets, et ça peut se faire par des offres de cadeaux, de protection, toutes sortes de stratégies donc bien réfléchies. Et ensuite, verrouiller la relation par un contrat. Ce contrat, évidemment, est implicite. C'est le contrat du sacrifice de soi. Donc, il propose une sorte de contrat sacrificiel où, évidemment, il n'y a que la victime qui va se sacrifier. Et ensuite, il installe son contrôle, sa domination, et à la moindre volonté de différenciation de la victime, eh bien, il va exercer des représailles. Donc ces représailles peuvent être à la fois verbales, psychologiques, physiques, matérielles, financières, économiques ou sexuelles. Il agit aussi dans la dissimulation, le secret, ce dont n'est pas capable le psychopathe qui est beaucoup plus impulsif, et dans le passage à l'acte. Donc la dissimulation implique un calcul, une stratégie bien réfléchie. La pensée du pervers narcissique est une pensée qui obéit à une logique rationnelle, donc une logique planificatrice, une logique de contrôle. Et donc c'est quelque chose qui est bien élaboré, contrairement à la pensée psychopathe qui est tout à fait, qui obéit au processus primaire, comme dit Freud. Donc c'est vraiment une pensée qui est menée par les pulsions, par les impulsions et qui n'obéit pas donc à un calcul. Alors, pour faire face à cela, eh bien, il est essentiel de comprendre cette triade noire pour pouvoir vraiment bien repérer le machiavélisme du pervers narcissique et alors prendre du recul. Si on repère les stratégies malveillantes, de manipulation malveillante, la manipulation ou bien la violence du contrôle coercitif, il est nécessaire vraiment de se rendre compte qu'il n'y a pas possibilité que la relation évolue puisque le profil pervers narcissique est incapable de remise en question, il est dans la toute-puissance, il veut imposer sa domination et exploiter l'autre, il ne voit pas l'autre comme une personne, il crée une relation fusionnelle, indifférenciée, où l'autre est une extension de lui-même. Il n'y a pas de reconnaissance de la pensée, de l'autonomie de pensée, de l'autonomie affective, de l'autonomie d'action de l'autre. Il y a juste une volonté de prédation de ses ressources, où l'autre est une sorte d'objet à manipuler et à instrumentaliser à son propre profit. Une fois qu'on a compris ces mécanismes, ça ne suffit pas pour prendre soin de soi
et reconstruire son identité, parce que il est nécessaire de prendre aussi la mesure de son insécurité. Souvent, les victimes sont dans un état d'insécurité et si on n'apprend pas à apaiser son insécurité, à apaiser ses peurs, eh bien, cela risque d'attirer à nouveau des prédateurs. Donc, il est essentiel de pouvoir prendre du recul par rapport aussi à ses propres mécanismes de survie. Et dans les neurosciences, on a démontré qu'il y a le figement, la fuite, le combat, ou bien l'appel à l'aide, ou encore la soumission. Et donc, comprendre ces mécanismes de survie, eh bien, c'est important pour pouvoir comprendre contre quelle peur ces mécanismes veulent nous protéger. Par exemple, je peux me figer face au pervers narcissique. Je suis en état de sidération, stupéfaite par rapport à une parole qui est confusionnante de sa part. Et donc, je peux prendre conscience de ce figement et identifier que c'est un mécanisme de protection face à la peur de l'impuissance. Et je peux mobiliser une ressource de puissance pour à la fois recourir à cette énergie et ainsi retrouver la capacité de me mobiliser, retrouver la puissance nécessaire pour poser mes limites et dire ce qui ne me convient pas, dire que le comportement est inacceptable et évidemment prendre distance. Le but étant finalement de faire du no contact puisqu'il n'y a pas de remise en question, pas d'évolution possible de la relation. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme », donc dans la collection Récits et témoignages. Il est paru aux éditions Ellipse. Vous pouvez aussi en voir un résumé sans les témoignages dans la collection Sans questions-réponses. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Bonne journée!